Le sujet de ce soir, c'est donc l'espace apprivoisé, géométrie et perspective. Alors, comme vous savez, il y a toujours une œuvre qui sert de frontispice à ces conférences. C'est un Piero della Francesca, nous avons déjà parlé, notamment la semaine passée, de Piero della Francesca. C'est une œuvre assez singulière qu'il a fait pour Frédéric de Montefeltro, presque comme un exercice de style. Longtemps, on a cru que cette œuvre, très allongée, comme vous pouvez le voir, était un devant de coffre. Vous connaissez, je pense, ces coffres de mariage très typiques de la Renaissance italienne qu'on appelle cassone. Et on pensait que c'était un devant de cassone. Mais il se trouve que le spécialiste des cassone, qui est un berlinois, comme bien entendu, a regardé ce tableau et a dit ça n'a jamais été un cassone parce que la doublure à clé qui doit faire n'y est pas. C'est donc un tableau à part entière et certainement un dessus de porte pour le palais ducal d'Urbain. Et l'œuvre livrée était jugée si belle, sans doute, par Frédéric de Montefeltro qu'il ne l'a jamais mis au-dessus de la porte, mais assez mûr. Le sujet de cet exercice de style, c'était de représenter la perspective, tout simplement. Il n'y a pas d'autre sujet que la perspective. Alors on va voir ce que Francesca en a fait. Alors, au centre de cette ville idéale, il y a un temple en rotonde qui, au fond, anime toute la perspective. Le temple en rotonde est d'un type tout à fait fréquent dans la peinture du XVe siècle. Ce qui l'est moins, ce sont les côtés, justement, c'est-à-dire les marges de droite et de gauche. Alors, voilà donc la partie de droite. Et vous voyez que la Francesca a vraiment joué à se compliquer la vie au maximum, c'est-à-dire qu'il crée des allées, des rues radiantes autour de ce temple idéal, allées et rues qu'il borde de palais extrêmement élevés de façon à créer comme les portants d'une sorte de vaste décor. Il montre déjà là une très grande virtuosité, vous le voyez sans doute, mais il la montre encore plus en peuplant cet espace, par exemple avec des puits polygonaux, comme celui que vous avez au premier plan ici, puis avec lesquels il peut jouer avec le chromatisme et par là même avec le relief, montrant au fond toute la leçon qu'il a su tirer de la perspective. Voilà donc la partie de gauche. Vous remarquez, nous avons affaire à un octogone, donc là encore aussi une façon de compliquer, si vous le voulez, le problème. Or, ce qui est hallucinant dans ce tableau-là, c'est que Piero della Francesca s'étant entièrement, en fait, astreint à ce problème d'une perspective idéale et d'un jeu avec une perspective idéale, naturellement, il a éliminé tout personnage. Il n'y a ni action, ni figurant, ni utilité, ni rien. Et le vide de cette œuvre-là lui donne un aspect à proprement parler visionnaire, ou même, si vous le voulez, surréaliste, qui en fait à la fois l'étrangeté et certainement aussi le caractère attachant. C'est sans doute aucun d'ailleurs ce vide et ce silence étrange qui plane sur la cité qui a tellement plu à Frédéric de Montefeltro et qui lui a permis donc de promouvoir ce qui était un panneau de décor en œuvre d'art à part entière. De toute façon, rassurez-vous, tout à l'heure vous en verrez un deuxième, mais celui-là, vous le verrez sans pouvoir le goûter véritablement. Pour l'instant, nous allons introduire le sujet. Il s'agit de parler donc ce soir d'espace et de perspective, et vous allez me dire que la semaine passée déjà, on a parlé au moins d'espace et un petit peu de perspective. Donc vous vous angoissez à l'idée d'entendre deux fois la même, c'est pas deux fois la même parce que la dernière fois, nous avons parlé de l'espace en tant que lieu dynamique dans lequel se passait une action. On a essayé de définir ensemble comment le peintre de la Renaissance a reconsidéré l'espace, ce fameux espace emblématique hérité des siècles passés et même des millénaires passés, de façon à en faire le cadre référentiel d'une action, c'est-à-dire d'un sujet, si vous le préférez, avec ses personnages obligés, avec leurs costumes obligés, bref, comme une sorte de scénographie qui prenait place dans une scène que nous avons appelée tout simplement l'espace. Alors, ce que nous allons voir ce soir, c'est la continuation, bien entendu. Cette scène étant mise au point, l'artiste de la Renaissance a dû émettre un certain nombre de lois qui permettaient à chacun de reconnaître les portants mêmes de cette scène, sa profondeur, sa largeur et ses structures. C'est donc les lois de la scénographie que nous allons voir ce soir. La dernière fois, on a vu la mise en scène. Aujourd'hui, nous voyons à proprement parler la scénographie, les lois de l'espace, après avoir défini l'espace. Puis j'ai pondu une phrase tellement sublime que je vais vous la livrer en la lisant, c'est bien la première fois de ma vie. Le but, c'est à propos du but même. Pourquoi est-ce qu'on a créé des lois de perspective? Alors, il s'agissait de, et j'ouvre mes propres guillemets, créer un système cohérent de signes visuels
apte à rendre compte du réel selon des structures intelligibles à tous. C'est positivement divin, je vous assure. C'est si bien que je vous la relis pour qu'on s'y retrouve. Le but d'une codification de la perspective, c'est donc créer un système cohérent de signes visuels. C'est-à-dire vraiment établir, si vous le voulez, des lois, mais des lois qui ne sont plus des lois intellectuelles, ce sont des lois physiques, puis ce sont des lois, en fait, qui touchent au regard, ou si vous préférez, à l'œil. Donc, créer un système cohérent de signes visuels, apte à rendre compte du réel, c'est-à-dire apte au fond à traduire ce que l'artiste a à dire, selon des structures intelligibles à tous. C'est-à-dire que ce système cohérent soit admis dans sa cohérence par tous les spectateurs, en même temps bien entendu par tous les autres artistes, de façon à ce que l'univers entier, c'était un peu le but de ces créateurs de la Renaissance, l'univers entier se retrouve face à la scénographie et face à la mise en scène de cette scénographie, sans qu'il puisse y avoir l'ombre d'une méprise quant au déroulement même de l'action. Vous voyez, la dernière fois nous avons vu comment se déroulait une action. Aujourd'hui, nous allons voir à quelle loi il faut apprendre à obéir pour que cette action réponde à ces fameuses structures cohérentes dont je vous parlais à l'instant. Alors, c'est cela que nous allons étudier, et si vous êtes d'accord, nous allons d'abord le faire un petit peu historiquement, c'est-à-dire voir un peu quand la Renaissance s'est mise à se préoccuper de cette codification des signes visuels, par quels moyens, par qui surtout, et au fond, ce qu'il nous en reste aujourd'hui. Alors il y a un certain nombre, disons, de points extrêmement précis, je dirais 5 points extrêmement précis, qui vous racontent l'histoire de la perspective telle que la Renaissance, en fait, l'a tentée. Premier point. En 1417, vous voyez que ça remonte très très tôt, ça remonte tout au début du XVe siècle, et par là même, on pourrait dire, au sortir du Moyen-Âge et à l'aube même de la Renaissance, officiellement parlant. En 1417 donc, l'un des titans de la Renaissance, c'est-à-dire l'un des architectes de la Renaissance, Brunelleschi, présente aux humanistes de Florence une machine qu'il a inventée, produite et créée, dont il est extrêmement fier. Ça s'appelle la machine optique, et en fait c'est la première des machines optiques qui, à travers toute l'Europe pendant les 15e, 16e, 17e et même 18e siècles, verront le jour. Vous avez certainement déjà vu de ces machines optiques, on en conserve encore beaucoup, du XVIIe siècle hollandais, c'est-à-dire de ces boîtes à laquelle on met un œil, et à l'intérieur on a la surprise de voir s'ouvrir des décors sans fin, d'une complexité sans nom, et on en reste tout esbaudi. C'est exactement ce que Brunelleschi livre en 1417 aux humanistes de Florence. C'était une boîte, mais naturellement que nous ne possédons plus, mais heureusement Vasari l'a tellement bien décrite qu'on peut la reconstruire si l'on veut. C'était une boîte rectangulaire bien sûr, avec un trou devant, et quand on mettait l'œil à ce trou-là, on voyait, au fond, à gauche d'un gigantesque espace, le baptistère est l'entrée de la cathédrale de Florence, et à droite, la place de la Seigneurie, perspective bouclée par le palais même de la Seigneurie. Donc une sorte de gigantesque vue ouverte de la Florence de ce temps-là, mieux que l'œil humain, bien entendu. Et tous les humanistes de Florence en ont été, bien entendu, esbaudis comme il se doit. Puis Brunelleschi démontait sa boîte, et en fait c'était une simple boîte de bois dont seulement les deux portants latéraux étaient peints de paysages déformés, montrant l'un le baptistère et l'autre le palais de la Seigneurie, déformés de façon à ce que, optiquement, lorsqu'on y met l'œil au fond rétablisse un espace cohérent, c'est-à-dire un espace ouvert. Le principe de cette déformation s'appelle une anamorphose, comme vous le savez sans doute, et comme je le disais tout à l'heure, les grands virtuoses de l'anamorphose naîtront beaucoup plus tard, ce seront les grands artistes du XVIIe siècle, et surtout, je l'ai dit aussi, les artistes hollandais. Et c'est la première fois, en 1417, qu'une tentative de rendre ces fameux signes visuels d'un espace cohérent était, au fond, mise en matière, mise en forme par Brunelleschi. C'est donc une date extrêmement importante. Deuxième point, parce que j'ai dit qu'il y en aurait 5, cela pour essayer d'être méthodique. Deuxième point, c'est un livre, cette fois-ci, c'est plus une petite boîte, c'est un livre. On peut dire que c'est le premier livre sur l'espace de la perspective, c'est surtout le premier livre sur un mode d'emploi de l'espace. C'est-à-dire un livre où on vous dise, quand toi,
artiste, tu auras terminé ce livre, tu ne feras plus de ces perspectives curvilignes qui sont des vieilles perspectives narratives, mais tu feras une perspective scientifique, rigoureuse et par là même divine. Car chose très amusante, dans ce livre déjà, dans ce livre que je vais vous présenter dans un instant, dans ce livre déjà, on parle au fond de ce don de Dieu qu'est la révélation des lois de l'espace aux artistes. Jamais on en parle comme une simple invention de l'homme. C'est toujours une révélation de Dieu qu'un génie a été chargé de transmettre aux autres. Alors le génie en question, c'est le fameux Leone Battista Alberti, un des très grands théoriciens, vous le savez sans doute, de la Renaissance. C'est l'un des ouvrages de sa première maturité, et ça s'appelle tout simplement De Pictura, donc à propos de peinture, De Pictura. Il s'agit d'un peu de tout, il s'agit aussi d'esthétique, il s'agit aussi de quelques méthodes même techniques de l'art de peindre, mais l'essentiel, c'est donc cette codification de l'espace révélée par Dieu et transmise par Alberti. Troisième point, importantissime, un peu plus tard, vers 1490, mais la date ne peut pas être donnée très exactement, c'est un deuxième livre, mais un deuxième livre dont cette fois-ci l'auteur est vraiment beaucoup plus célèbre encore qu'Alberti, puisque c'est Piero della Francesca lui-même. Souvenez-vous de la très très rapide présentation que je vous ai faite de Piero. Je vous ai dit qu'à la fin de sa vie, il s'était retiré à Urbain, à la cour de Frédéric de Montefeld, et c'est à la demande de Frédéric de Montefeld que, vieilli et ne peignant presque plus, mais pensant beaucoup et conférant beaucoup, Piero della Francesca a accepté d'écrire la somme de ses expériences en matière d'espace. Et ce livre-là s'appelle De Prospectiva Pingendi, c'est-à-dire à propos de la perspective en peinture. Alors c'est encore beaucoup plus important, si vous le voulez, que l'ouvrage d'Alberti, dont c'est le développement. Il ne s'agit plus simplement de perspective en général, mais vraiment de perspective en peinture. C'est un ouvrage capital, croyez-moi, mais vous ne le trouverez pas chez Payot, pour la simple et bonne raison qu'il n'a même pas été imprimé. Il s'agit en fait d'un manuscrit dont nous possédons à l'heure actuelle 3 copies réparties dans les grandes bibliothèques du monde. Mais ça reste, je répète, un manuscrit largement pillé par tous les auteurs des 15e, 16e, 17e et 18e siècles, et en moins la pensée cohérente de Piero della Francesca est absolument extraordinaire parce qu'elle s'appuie sur l'expérience que vous connaissez et qui est naturellement gigantesque en matière d'espace. Quatrième point, si vous permettez, c'est tout près de là, 1494. En 1494, un nouvel humaniste, un peu si vous le voulez le successeur de Leone Battista Alberti, c'est-à-dire non pas un grand peintre ou un grand architecte ou un grand sculpteur, mais simplement un humaniste déjà pas si mal, qui s'appelait Fra Luca Pacioli, publie un ouvrage capital, alors véritablement capital, avec un titre qui est un beau titre d'humaniste renaissant. Ça s'appelle Summa de Arithmetica Geometria Proportione et Proportionalita, c'est-à-dire la somme en matière d'arithmétique, de géométrie, de proportion et de proportionnalité. Cet ouvrage-là sera bien entendu publié d'ailleurs à Venise. C'est la somme de Alberti plus la somme de Piero della Francesca redigérée par Fra Luca Pacioli. L'ouvrage fera un malheur dans les milieux artistiques de Venise et d'Italie du Nord à cette époque-là, jusqu'au jour où on se rendra compte qu'il est en grande partie une fraude littéraire, car Fra Luca Pacioli, dans cet ouvrage-là, a pillé tellement servilement Piero della Francesca, dont l'œuvre restait manuscrite à Urbain, qu'il s'agit presque d'un faux en matière d'édition. Fra Luca Pacioli, d'ailleurs, se rachètera, puisque, cinquième et dernier événement, en 1509, il fera paraître De Divina Proportione, c'est-à-dire de la proportion divine, qui alors là est une œuvre parfaitement originale et qui vraiment fait oublier un tout petit peu l'usurpation d'un ouvrage antérieur de l'édition de 1494. Voilà ces quelques points, donc je vous rappelle très rapidement pour en faire la synthèse qu'il s'agit d'un gadget d'abord, c'est la fameuse boîte optique de Brunelleschi, gadget qui a créé la curiosité des savants et ces savants se mettant au travail, profitant de l'expérience les uns des autres et appuyant leur expérience sur celle de la génération antérieure,
celles des générations antérieures, donc 4 ouvrages qui vont marquer vraiment cette fameuse codification de l'espace. 4 ouvrages dus à Alberti, Pier della Francesca et Fra Luca Baccioli, c'est-à-dire vraiment les 3 noms qu'il ne faut jamais oublier lorsqu'on prononce le nom même de perspective. J'aimerais vous faire remarquer une chose. Est-ce que vous avez senti combien la ville d'Urbain est au beau milieu de tout cela? Brunelleschi, non. Alberti, il y a passé, on le sait. Mais Piero della Francesca et Fra Luca Baccioli étaient quasiment des urbinates. Quasiment. Dans ce sens que Piero della Francesca a passé auprès des Montefeltro presque toute la fin de sa vie. Fra Luca Baccioli était pensionné par les ducs d'Urbain. Autrement dit, nous voyons, et je crois que c'est très très important de le relever, que ce problème d'une géométrie plastique préoccupait particulièrement les milieux intellectuels qui gravitaient à la cour des Montefeltro. Et en fait, c'est ça que je voulais maintenant vous dire. L'aventure de la perspective, pour une fois, c'est pas Florence, ni Rome, ni Bologne, c'est véritablement Urbain. L'épicentre de ces recherches, et l'épicentre surtout des résultats qu'ont été les grandes éditions d'ouvrages, c'est autour d'Urbain même qu'il faut en trouver la source. Voilà pourquoi nous retournerons tout à l'heure et longuement à Urbain pour voir l'une des œuvres les plus divines de perspective qui existent encore. Mais voilà aussi et pourquoi je ne saurais trop vous conseiller, si vous vous intéressez à la perspective, de profiter dans ces prochains week-ends pour vous rendre à Urbain. Toujours est-il que j'en ai fini maintenant avec ces choses un tout petit peu embêtantes que sont les dates et les titres. Je crois que c'est important quand même de vous les avoir donnés, mais c'est encore plus important d'apporter la perspective sur son propre terrain. Alors, dans un tout premier temps, j'aimerais simplement revenir à quelques œuvres que vous avez vues pour mieux partir à quelques œuvres que vous n'avez pas encore vues. Vous connaissez d'ailleurs, vous vous souvenez sans doute aucun de cette œuvre-là, Paolo Uccello, la prédelle de l'hostie profanée, et comme par hasard, cette œuvre est à Urbain. Donc vous voyez qu'une fois de plus, on se retrouve dans ce milieu urbinate tellement étrangement marqué par cet intérêt pour la géométrie. Et je pense que quand on revoit ce détail de la prédelle, on est immédiatement saisi par le goût qu'Uccello développe ici pour une perspective rigoureuse. Le point de fuite exactement au centre de la composition, l'habileté avec laquelle non seulement le plafond et le sol, mais aussi bien sûr les murs latéraux et le bureau et l'officine du personnage sont ramenés à ce point de fuite, nous montre bien avec quelle rigueur Paolo Uccello a vraiment appliqué des recherches qui devaient être chères au cœur du milieu dans lequel il vivait à ce moment-là, qui était, comme par hasard, le milieu de Urbino, le milieu de Urbain. Voilà encore une ville idéale. À mon humble goût, je la préfère encore à celle de Pier della Francesca, celle-ci. Elle est urbinate aussi, elle vient d'Urbain aussi. C'est encore une œuvre qu'on a pris pour un devant de Cassone, mais qui n'est pas un devant de Cassone. L'œuvre se trouve à l'heure actuelle à Berlin, au Bode Museum. Elle a été attribuée pendant très longtemps à l'atelier de Pier della Francesca, parce que quand même, c'est pas la hauteur de conception de Pier della Francesca. Elle vient d'être rendue à son véritable auteur, c'est Francesco di Giorgio. Vous avez donc une peinture d'architecte sous les yeux. Et c'est encore une commande de Frédéric de Montefeltro. Alors vous voyez que c'est de nouveau le principe d'une cité axée sur un point central, mais au fond, Francesco di Giorgio a exactement inversé le problème de Pier della Francesca. Pier della Francesca met un axe central très puissant, c'est le fameux temple rotonde autour duquel s'articule l'espace. Francesco di Giorgio, au contraire, meuble les deux portants de l'espace, de façon au fond à rendre plus étrange et plus déconcertant l'immense vide habité de la mer que vous voyez s'ouvrir au fond ici. Et dans l'article qui attribue l'œuvre définitivement à Francesco di Giorgio, il est proposé comme hypothèse que les deux tableaux ont été commandés en même temps aux deux artistes, de façon à se faire pendant une perspective habitée, c'est-à-dire celle de Piero della Francesca avec son temple central, et une perspective déserte, celle de Francesco di Giorgio avec cette grande ouverture sur l'infini au centre ici. Vous voyez d'ailleurs que pour rattraper ce qu'aurait de trop fugace de cette composition, Francesco di Giorgio a, comme si nous étions sous un grand portique, ces barres de mesure que sont ici les colonnes et ce magnifique plafond à caisson qui est d'ailleurs d'une rigueur d'interprétation digne d'un mathématicien, digne d'un géomètre et surtout digne de l'architecte qu'il était.
Alors je vous montre maintenant quelques détails de cette composition que personnellement je trouve splendide. Voilà le centre, c'est à la fin de la place, et cette sorte d'ouverture à l'infini, c'est-à-dire à la mer, peuplée de bateaux. Et je peux pas m'empêcher, c'est un peu ridicule ce que je vais vous dire, mais ça fait rien, je peux pas m'empêcher quand je vois ça de penser à Lorrain, parce que c'est pas du tout la même problématique stylistique, ça va de soi, mais il y a aussi cette espèce d'ouverture à l'infini qu'on retrouvera au XVIIe siècle dans la peinture de Lorrain, et même pire que ça, histoire non plus de vous faire sourire, mais de vous faire frémir, ça me fait penser parfois même à Turner, où vous avez également cette sorte de vision centrale d'un immense vide qui devient presque cosmique. Oubliez tout ça, c'est des divagations. Et voilà encore un dernier détail, un de ces portants de droite pour que vous vous rendiez compte qu'en fait, l'habileté de Francesco di Giorgio est au moins égale à celle de Piero della Francesca. Piero della Francesca est nettement meilleur peintre, par là même la cité idéale de Urbain est encore plus belle, mais néanmoins, au niveau, disons, de l'expérience, et le sujet d'une œuvre comme celle-ci était vraiment une expérience face à l'espace, l'œuvre que vous avez sous les yeux est un chef-d'œuvre au moins à l'égal du premier. Et pour finir cette première présentation d'œuvre, après vous avoir montré donc Uccello et Francesco di Giorgio comme une sorte d'introduction au milieu de Urbain, épicentre de la problématique en matière de perspective, voilà Fra Luca Pacioli, dont je vous ai parlé tout à l'heure. Ce double portrait est une œuvre exceptionnelle aussi, comme les deux que vous venez de voir d'ailleurs, c'est tout aussi exceptionnel et tout aussi beau, mais il est très embêtant pour les historiens d'art puisqu'il n'est ni signé, ni véritablement attribué. Plus exactement, on lit sur l'œuvre ce raccourci de nom qui est Jacopo.Bar. On a pensé d'abord à un dénommé Jacopo de Barbari, mais dont le style est si différent de l'œuvre que vous avez sous les yeux que vraiment ça ne peut pas être retenu. Donc il y a quelque part dans l'oubli de l'histoire un peintre qui s'abrégeait en Jacopo et qui était décidément un bien grand peintre. Peut-être qu'un jour on apprendra à l'identifier. Toujours est-il que c'est une troisième œuvre commandée par les Montefeld que je vous présente maintenant, non plus par Frédéric qui est mort entre-temps, mais par son fils, le jeune Guidobaldo de Montefeld, que vous avez d'ailleurs ici à droite. Voilà donc le prince mécène, voilà donc l'humaniste à son service. Et selon un principe protocolaire extrêmement propre à la Renaissance, vous remarquerez que le prince mécène s'efface devant la majesté de l'humaniste. Luca Pacioli est présenté ici dans son habit de franciscain, car il était franciscain, en train de commenter l'une de ses œuvres, et c'est certainement sa somme arithmétique, en exécutant sur une ardoise d'ailleurs la démonstration du triangle équilatéral. La virtuosité des virtuosités de notre artiste, c'est non seulement, disons, la beauté de cette composition tout en pyramide, non seulement, disons, la rigueur d'une composition qui est admirablement mathématisée et qui par là même est un hommage à la perspective à soi seul, mais la vraie virtuosité, naturellement, c'est cette invraisemblable boule que vous avez ici. J'ai mis longtemps à apprendre son nom par cœur, c'est un icosahexaèdre. Un icosahexaèdre, c'est-à-dire une forme à 26 faces. C'est d'ailleurs l'une des figures les plus sophistiquées que Fra Luca Pacioli enseignait à ses disciples. Car je vous rappelle que, selon le principe renaissant extrêmement ouvert à la cour des Montefeld, les grands savants qui y étaient conviés, même qui y étaient pensionnés, ne gardaient pas d'ailleurs leur recherche pour leur cabinet propre ou pour le duc propre, mais donnaient des sortes de conférences publiques auxquelles bien sûr le mécène assistait, mais au milieu de tous ceux qui voulaient connaître quelque chose en matière de cet héritage de Dieu qu'est la structure de l'espace en l'occurrence. Donc vous avez devant vous, comme si vous étiez les auditeurs de ces conférences privilégiées, Fra Luca Pacioli développant au fond son système de perspective. Voilà d'ailleurs un détail, parce que je trouve que c'est sublime comme peinture, il ne faut quand même pas l'oublier, un détail de ce fameux portrait de Jacopo. Au point où nous en sommes, nous avons surtout parlé théorie jusqu'à présent à propos de Brunelleschi, Alberti, Luca Pacioli et même Piero della Francesca. Maintenant, nous allons passer de la théorie à la pratique, et c'est maintenant peut-être que ça va devenir beau. Qu'est-ce que vous venez de voir, c'est déjà pas mal, mais enfin, ça va devenir beau. À partir de 1440, à peu près, c'est-à-dire à l'instant où sont sortis les premiers grands traités, notamment le grand traité d'Alberti, dès 1440,
peintes, sous la plume des peintres, sous le burin des graveurs, sous le pinceau des fresquistes, bref, dans l'esquisse que quotidiennement on brosse pour se faire la main, apparaissent de plus en plus des dessins perspectives. C'est-à-dire que vraiment la lecture d'Alberti, plus tard celle de Piero della Francesca, plus tard encore celle de Pacioli, va exciter l'imagination des artistes et de plus en plus, au fond, ils vont commencer à griffonner la perspective, compliquant de plus en plus d'ailleurs les problèmes qu'ils se posent. Un peu des dessins de téléphone au début, il n'y a pas encore de téléphone, vous voyez, des dessins presque automatiques. On en a des centaines de Paolo Uccello, enfin des centaines ce serait trop beau, mais disons quelques dizaines. Puis ces dessins deviennent de plus en plus sophistiqués, deviennent presque des œuvres à part entière. Or au début ce sont simplement des dessins à la plume, et il y en a, je vous répète, chez tout le monde. Hein. Il y en a chez Uccello, il y en a chez Piero della Francesca, il y en a chez Masaccio d'ailleurs, il y en a bien d'autres encore. Puis après les dessins à la plume, on passe à des dessins au lavis, parce que le lavis permet, suivant comme l'on détrempe l'encre, de donner ces fameuses valeurs dans lesquelles Piero della Francesca était passé maître. Souvenez-vous des valeurs de ces bancs de puits que vous avez vus tout à l'heure. Puis on se lance dans des gadgets encore plus complexes, on introduit ces dessins dans une composition peinte, on introduit certaines de ces formes dans des compositions sculptées, vous verrez, c'est arrivé aussi. On invente, mais mieux que Brunelleschi, de nouvelles boîtes optiques. Bref, la perspective entre dans le quotidien des artistes et s'y développe d'ailleurs avec une sorte de frénésie extraordinaire qui montre bien l'intérêt extraordinaire non seulement de ceux d'Urbain, mais sitôt après de ceux de Florence, de ceux de Venise, de ceux de Pologne et de ceux de Rome même, qui sont pourtant les plus longs à détendre, comme chacun sait. Autrement dit, bref, lentement mais sûrement, toute l'Italie se met à perspectiver. Après que les savants d'abord, les artistes ensuite se soient mis à la perspective, un beau jour, les princes vont s'y mettre aussi, les mécènes, les Guidobaldo de Montefeltro du reste de l'Italie vont s'y mettre aussi et commander des œuvres perspectives. Parce qu'eux aussi, et comme les artistes, et parfois eux aussi, sur le conseil des artistes, ils ont lu Alberti, Piero della Francesca ou Pacioli, ils se sont passionnés et ils veulent avoir quelque chose qui, de façon somptueuse, en quelque sorte, manifeste cette sorte de progrès extraordinaire dans la connaissance avec un grand C, qui est la nouvelle codification de l'espace connue sous le nom de perspective. Et c'est à ce moment-là qu'entre en scène la marqueterie sur bois, tout simplement. Jusqu'à il y a assez peu de temps, c'est-à-dire jusqu'au moment où l'historien d'art était historien d'art, l'historien était historien, puis les autres étaient ce qu'ils pouvaient, on s'étonnait, mais sans trouver de véritable réponse, du fait que les premières œuvres perspectives de génie ne soient ni des peintures, ni de grands dessins dus à de grands artistes, mais de ces œuvres d'art mineurs, comme on disait il y a très peu de temps encore, que sont justement les devants de porte, ou les coffres, ou parfois les stalles en marqueterie. Et les historiens d'art du XIXe siècle, qui, je le répète, n'aimaient pas trop se préoccuper d'histoire à proprement parler, regrettaient presque que la perspective soit née sous la main des marketeurs et ne soit pas née dans le génie immédiat, boum, comme ça, des grands peintres. Maintenant qu'on a un tout petit peu élargi son champ de vision et qu'un historien d'art essaye d'être aussi un tout petit peu historien, puis parfois même un petit peu plus, maintenant qu'on a appris à mieux définir non seulement l'art, mais les conditions dans lesquelles il a été fait, on se rend compte que la réponse est toute bête. Si c'est les marketeurs qui ont été les premiers à créer des œuvres perspectives importantes, c'est tout simplement parce que la marqueterie est un art de luxe et que les premières commandes étaient faites par des gens qui avaient le goût des objets de luxe. C'est aussi bête que ça. Les grands princes mécènes de la Renaissance italienne étaient, dans ces années 1440, 50, 60, etc., étaient en train de refaire complètement leur résidence. Les vieux donjons hérités de papa étaient remplacés par des palais de plus en plus sublimes, en ceci qu'ils répondaient à l'esthétique nouvelle. On ouvrait l'espace et les baies, on élargissait les pièces, on les redécorait, et on les redécorait avec la somptuosité qui devait porter la gloire de votre nom. Quand vous étiez un Sforza, quand vous étiez un Gonzague, quand vous étiez un Montefeltro, il fallait avoir un décor qui convienne à votre statut. Or, la marqueterie sur bois est un art qui est à la fois un excellent isolant lorsqu'il fait froid l'hiver, point 1. Deuxièmement, un art extrêmement difficile à réaliser et qui prouvera donc que vous avez eu les meilleurs artistes à votre service. Et vous savez que dans ce vantage, kidnappage permanent d'artistes qui a marqué la deuxième moitié du
XVe siècle. C'est très important de pouvoir prouver qu'on a eu le meilleur chez soi. Par conséquent, deuxième raison de faire de la marqueterie. Et puis troisièmement, c'est pas du vin. Donc tout simplement, la marqueterie est l'art qui correspondait aux conditions historiques, on refait les demeures, mais surtout aux aspirations des princes de la Renaissance. Cela permet d'exalter le luxe de la maison que l'œuvre est en train, si vous le voulez, d'immortaliser. Voilà comment sont apparus les premiers cycles de marqueterie. Et simplement, à titre d'exemple, je voudrais vous en montrer un. Voilà. Tout simplement un détail, mais alors là on monte tout de suite très très haut, c'est l'un des plus grands marqueteurs de la Renaissance italienne, Cristoforo da Lendinara, qui a signé ce panneau-ci, qui se trouvait à l'origine appliqué aux armoires de la sacristie de l'église paroissiale de Parme. Mais c'est un des meilleurs exemples que je puisse vous montrer tout de suite, donc vous en verrez bien d'autres, et peut-être encore plus étonnant, mais l'un des premiers exemples de cette fameuse utilisation du bois, et de bois rare, c'est une évidence, pour développer l'espace. Alors, quelques renseignements, si vous permettez, pratiques maintenant. Les marqueteries, qu'on appelle en italien intarsia, et même pour être sûr qu'on sait de quoi on parle, intarsa da legno, un tarse sur bois ou un tarse en bois, nous appelons ça simplement marqueterie. La marqueterie donc part sur l'opposition de bois, dont le grain d'une part, la résistance d'autre part, la patine, le satiné ou le velouté de troisième part, et la couleur enfin et surtout permettent une opposition paraître vive, en utilisant des bois comme le cyprès, le buis, le noyer, beaucoup d'autres encore, dont les uns sont blonds, les autres sont foncés, rougeâtres, dont les uns sont brillants, au poli, les autres demeurent mat. On peut créer en fait tout un jeu d'espace et de forme qui aura des arêtes extrêmement découpées, bien entendu, puisque c'est le ciseau même du marketeur qui va leur donner cette définition parfaite. Et deuxièmement, dans une opposition, je le répète, de couleur et de valeur que la peinture ne rendrait pas aussi bien. Voilà aussi cette raison technique qui a fait que dans la marqueterie, on a poussé si loin les recherches en matière d'espace. L'art, le faire même de cet art, se prête particulièrement bien aux recherches de perspective. Alors ce qui s'est passé, c'est tout simplement ceci. Les grands marketeurs ont eu au début à leur service, si l'on peut dire, des dessinateurs qui leur ont fourni des cartons, et sur la base de ces cartons, en choisissant les bois, en harmonisant la couleur de ces bois suivant que l'on veut mettre un espace à la lumière ou au contraire le retrancher dans l'ombre, vous pouvez créer comme par un mosaïquage cet implacable jeu de clair-obscur qui donne à toutes les recherches possibles et imaginables, même les plus débridées, une forme de rigueur qui est exceptionnelle. La rigueur de la marqueterie, je répète, vous ne l'auriez pas en peinture. Voilà aussi et pourquoi plus les intarsiatori, plus les marketeurs sont devenus virtuoses, plus ils ont demandé aux artistes des dessins compliqués. Voilà donc pourquoi, disais-je, c'est dans l'art de la marqueterie et dans son progrès, en fait, les recherches les plus folles, donc les progrès les plus rapides, ont été marqués en matière de perspective. Il faut maintenant que je vous dresse, après ce premier exemple, et avant de voir ensemble quelques grands cycles, il faut que je vous dresse maintenant une rapide histoire des grands intarsiatori, des grands marketeurs, et une histoire des grands cycles aussi, de façon à meubler vos futures vacances de Noël. Il n'y a quasiment aucune marqueterie sur bois en Italie avant 1440. Ou s'il y en a, elle est purement décorative. Des petits fleurons, des petits festons, peut-être une guirlande de fleurs, mais pas plus. Puis tout d'un coup en 1440, pour les raisons que je viens d'expliquer, surtout cette raison de rigueur, surtout cette raison de précision, n'est-ce pas, les intarsiatori découvrent tout le parti qu'ils vont pouvoir tirer des découvertes récentes de la perspective. Et à partir de 1440, ça va à une vitesse folle. Tout commence à Florence. Le premier ensemble, c'est à Florence qu'il prend place. 1440, très exactement. Il y a trois frères qui s'appellent les frères da Maiano, dont le père était menuisier, c'est-à-dire au fond, lui aussi un homme du bois. Les frères da Maiano
se voit confier la restauration et en même temps l'embellissement des armoires de la sacristie de Sainte-Marie-des-Fleurs à Florence. La sacristie de Sainte-Marie-des-Fleurs, un lieu extrêmement important, ça va de soi. Donc, les frères Damiano décident de consacrer toute leur connaissance et surtout tout leur intérêt, disons, pour cet art prospectif et nouveau qu'est l'art de la marqueterie, à faire quelque chose de superbe. Et ils font les premières de ces intarsies, de ces marqueteries figurées qui nous soient connues. Ils travaillent avec 7 aides, parmi lesquelles un dénommé Scheggia, qui est peut-être assez important en ceci que c'est le propre frère de Masaccio. Scheggia est le frère du grand Masaccio. Donc ça commence en 1440, je le rappelle. Or, 20 ans plus tard, ou plus exactement en 1462, à Florence toujours, on recense dans les corps de métier 84 ateliers d'intarsiatori. Pas 84 marketistes, mais ateliers de marqueterie. 84. C'est vous dire que vraiment ça a été comme une espèce de flambée. Tout le monde a compris l'intérêt d'une part, la beauté aussi, mais l'intérêt surtout de cette technique nouvelle est véritablement, elle se répand comme une traînée de poudre, toujours à Florence pour l'instant. En 1463, elle sort de Florence, je parle de la technique. Et pour la première fois, en 1463, on voit une autre ville d'Italie faire appel à des intarsiatoristes, à des marketeurs. Cette ville, c'est Padoue. Padoue, dans les années 1460, refait complètement sa basilique Saint-Antoine. On rappelle Donatello et le fameux hôtel. Bon, profitant de cette lancée d'une rénovation et d'un esprit nouveau, flambant dans la basilique, on décide de refaire complètement le chœur et la sacristie, et presque tout naturellement, si j'ose dire, on fait appel à des intarsiatoristes. Ils vont donc sortir de Florence pour venir travailler pour la première fois en province. Pour les marketeurs, c'est la province. Ils viennent travailler à Padoue. Et ces gens-là, c'est la dynastie des Lendinara. Ça, c'est aussi un nom qu'il faut retenir absolument. Vous verrez de leurs œuvres, d'ailleurs, vous venez d'en voir une, d'ailleurs, tout à l'heure. C'est certainement les grands dynastes de l'Intarsia. Alors, je vous en parle peut-être un tout petit peu de ces Lendinara, tellement ils sont importants. Leur nom n'est naturellement pas Lendinara du tout. Lendinara, c'est le nom du village où habitait la souche familiale. Dans la ville de Lendinara, dans le village, un bourg de Lendinara, s'était fixé une génération avant un menuisier, connu comme le meilleur de l'Italie du Nord. Il s'appelait Maître Andrea da Canova. Andrea da Canova. Et il était originaire de Rovigo, où son sens admirable du bois avait été célébré. Il est riche, massivement, connu et respecté en tout cas. Et il a en plus de ça la chance d'avoir 4 fils, lesquels 4 fils sont aussi menuisiers que leur père. Ce sont les 2 aînés qui vont devenir les spécialistes de la technique nouvelle, Lorenzo et Cristoforo da Lendinara, créeront la plus grande et la plus féconde de toutes les écoles de marqueterie que l'Italie ait connues. Ils travailleront partout. À Padoue, ce sera certainement leur premier chantier extérieur à Florence, et sitôt après, à Belfiore, à Ferrare, à Modène, à Parme, à Lucques, à Pise, bref, dans toute cette Italie centrale et du Nord, on retrouve les Lendinara ouvrant des chantiers, drainant des aides, quittant le chantier pour en ouvrir un autre et créer partout des cycles de marqueterie qui sont chaque fois un pas de plus vers la schizophrénie perspectivale, parce que c'est de plus en plus cinglé, comme vous pourrez voir, mais c'est à chaque fois une réussite merveilleuse, car les Lendinara ont cette chance que n'ont pas tous les marketistes d'être de grands artistes. Ils n'ont pas seulement le sens de la virtuosité, ils ont aussi un sens de la coloration, un sens de la cohérence de l'espace, un sens, disons, de la transparence de l'espace, qui fait que quand on entre dans une église marquetée, presque au premier coup d'œil, on peut savoir si c'est une œuvre des Lendinara. Quand il y a cette espèce de merveilleuse harmonie d'un bout à l'autre dans l'ensemble de stalles, c'est eux, il n'y a absolument pas de problème. Jamais ne se sont laissés dépasser par leur technique, ils demeurent, je le répète, toujours de très, très grands artistes. Quelques années plus tard, sous l'influence de Lendinara, commence à sortir de l'ombre un nouveau maître. Ce nouveau maître s'appelle Baccio Pontelli. Baccio Pontelli, il n'est pas du tout marketeur à la base.
il est architecte. Et même pour tout vous dire, il était élève de Francesco di Giorgio, que vous connaissez. C'est celui de la cité idéale, c'est celui du petit dessin au temple à l'homme que nous avons vu, et la semaine passée, donc, et cette semaine pour la cité idéale. Alors ce Baccio Pontelli débarque tout jeune à Urbain. On n'a pas encore parlé de Marchetti à Urbain jusqu'alors, en 1476. Urbain théorise, Urbain confère, Urbain pense. Et Baccio Pontelli va permettre en fait de passer de la théorie à la pratique. En effet, Baccio Pontelli avait une habileté extraordinaire de doigt, s'est fait marketeur, s'est fait à ce métier de marketeur, et il reçoit du vieux duc Frédéric de Montefeltre la commande d'une œuvre gigantesque pour une œuvre profane, c'est le bureau même du duc, ce qu'on appelle le studiolo. Et il va exécuter le studiolo du duc d'Urbain qui sera inauguré en 1477. Pour tout vous dire, Baccio Pontelli crée une œuvre tellement prodigieuse que du coup, on lui en commande une deuxième. Le fils du duc, Guido Baldo de Montefeltre, le fils du duc, pour son petit palais de Gubbio, se commande aussi un studiolo. Celui-là, vous ne le verrez pas pour deux raisons majeures. La première, c'est qu'il n'est plus à Gubbio du tout. Il est à New York, au Metropolitan Museum of Art, au complet. Et deuxième raison, c'est que je suis allé à New York presque pour ça, mais il est en réflexion, il n'est pas vu. C'est le manque de ma vie. Nous en retournerai. Alors donc, Baccio Pontelli exécute les deux œuvres profanes que sont les deux studioli, celui de Urbain et donc celui de Gubbio. J'aurais à vous parler de 1000 autres de ces marketeurs, mais je ne voudrais pas non plus vous assommer de ces détails historiques. Permettez-moi donc de vous rappeler quelques noms, les noms les plus grands. Francione, par exemple, Fra Sebastiano da Rovigno, Fra Giovanni da Verona, Matteo Cozzi da Vicenza, Pier Antonio degli Abbati, Antonio di Neri, bien d'autres encore, sont les maîtres des grands épicentres que sont à côté de Florence, Padoue et Urbain, Ferrare, Pise, Lucques, Venise, etc., etc., etc. Et ce sont eux qui ont signé les grands ensembles de marketing, comme vous pouvez voir encore, non seulement ceux que je vais vous faire découvrir, pour ça c'est à leur gros bassin, mais ceux que je n'ai pas le temps ni l'occasion ce soir de vous faire découvrir, mais que vous irez voir pendant vos vacances de Noël, à Sienne, si vous y allez, le chœur du Dôme, qui est un des plus beaux ensembles d'Intarsia que l'on puisse voir. Plus près de nous encore, mais sur la route de Sienne, je vous le signale, Monte Oliveto Maggiore, où tout le chœur et les stalles sont également un superbe ensemble d'Intarsia. Modène, si vous poussez un tout petit peu plus loin, où la sacristie du Dôme a des armoires entièrement marquetées. Venise, si vous allez un peu plus loin, au Frari, vous pourrez voir le chœur, les stalles et la sacristie marquetées. Et enfin, si vraiment vous ne voulez pas trop vous déplacer, le plus près, je crois, c'est Gênes, où vous pouvez voir les armoires les armoires de sacristie de l'église de San Lorenzo. Autrement dit, vraiment, d'un bout à l'autre de l'Italie du Nord et du Centre, il reste des ensembles de Intarsia absolument merveilleux. Si vous avez la chance de tomber sur un sacristain qui les aime bien, il vous les montrera. Sinon, comme d'habitude, vous ne les verrez pas, car les sacristies, comme vous le savez sans doute, ces jours-ci, ça ferme. Alors insistez et dites que vous aimez la marqueterie, peut-être que ça marchera. Cela dit, ayant non pas dressé une carte, mais disons un avant-goût de ce que pourrait découvrir celui qui ferait un pèlerinage intarsiste à travers l'Italie du Nord, cela dit, il y a 4 ensembles maintenant, sans plus faire de théorie, que j'aimerais vous montrer. Ces 4 ensembles, pour les citer, ce sera le palais ducal d'Urbain, avec le fameux studiolo de Frédéric de Montefeltre, signé par Baccio Pontelli, et daté, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, de 1476. C'est sans doute aucun l'œuvre d'Intarsia la plus classique et peut-être la plus belle que l'on puisse voir. Puis nous irons voir à Parme les stalles de San Giovanni Evangelista, les stalles de Saint Jean l'Évangéliste, où nous avons là un ensemble de stalles plus tardives, signées par Testi frères. Ce sont des stalles d'un maniérisme assez évident, je les ai mis juste après Urbino pour vous montrer jusqu'où peut aller l'Intarsia si vraiment on a le goût du jusqu'au boutisme.
Le troisième et le quatrième seront, à mon sens, les plus grands chefs-d'œuvre. Nous irons à Vérone, voir Santa Maria in Organo, qui a un chœur et une sacristie à Intas, dû à Fra Giovanni da Verona. Alors là, un virtuose redoutable, comme vous pourrez voir, rien ne lui fait peur. Et enfin, je vous présenterai quelque chose que, je crois, même l'amateur d'Intas le plus éclairé ne connaît pas, parce que ça vient d'être ressorti maintenant. C'est toute une série de stalles retrouvées il y a 2 ans dans les caves du Bode-Museum de Berlin et tout récemment remontrées au public. C'est encore anonyme, aucune recherche n'a été faite, mais vous allez voir la qualité de cette œuvre retrouvée. Donc 4 grands cycles que nous allons aborder maintenant. Alors, ça vous connaissez, bien entendu, c'est l'entrée du palais ducal, et, pour tout vous dire, c'est l'entrée, bien sûr, au Studiolo. Le duc d'Urbain, comme tous les grands princes mécènes de l'Italie de son temps, a voulu se faire un lieu privilégié qui est le lieu dans lequel il travaille, le lieu où il élabore à la fois son bon gouvernement, mais aussi et surtout sa bonne connaissance. Donc, Frédéric de Montefeld a mis tout l'accent sur la décoration somptueuse de ce lieu privilégié qu'est le lieu de travail. Pour se donner d'auguste modèle, il a commandé au peintre qui transhumait dans sa cour ces temps-là une série de portraits d'hommes illustres. Ce peintre, c'est Berrughete, et Berrughete a livré ces panneaux d'hommes illustres parmi lesquels on reconnaît Boccace, Dante, Salomon, David, aussi bien d'ailleurs des figures légendaires que des figures historiques, mais qui tous sont soit des docteurs en matière de loi, soit des docteurs en matière de sagesse, soit des docteurs en matière de bon gouvernement. Ces œuvres sont sublimes, cette série de 27 portraits est sublime. Malheureusement, elle est complètement étouffée, cette série, par les intarsiers qui sont juste en dessous. Et tout le monde oublie de lever le nez. Donc quand vous irez à Urbain, n'oubliez pas dans un deuxième temps de lever le nez pour voir les œuvres de Berrughete. Et ce sont une série de portraits idéaux parmi les plus beaux de toute l'histoire de la peinture renaissance. Mais enfin, baissons l'œil et découvrons maintenant le studio lui-même. C'est ce qu'on appelait à l'époque un studio mécanique, en ceci qu'il n'y a aucun meuble apparent. C'est une petite pièce d'ailleurs, relativement aveugle, nue surtout, ni table, ni chaise, ni rien, surtout pas d'armoire, car en fait tout est caché dans les cloisons. On peut sortir la chaise de la cloison, on peut sortir la tête du bureau de la cloison, et enfin toutes les parois s'ouvrent et s'articulent de façon à créer l'espace intérieur. Le décor d'ailleurs est beaucoup trop somptueux et beaucoup trop beau pour qu'on le gêne avec un espace, disons, complémentaire, l'espace des meubles. Donc c'est une pièce vide que vous avez là, due à Baccio Pontelli. Alors dans un premier temps, au-dessus des portes se trouvent des niches en trompe-l'œil, dans lesquelles se trouvent bien sûr les muses inspiratrices de la connaissance. Vous les regardez et je pense un nom vous vient immédiatement à l'œil, à l'esprit, excusez-moi, c'est le nom de Botticelli. Vous trouvez pas? C'est tout à fait Botticelli, hein? L'inflexion du corps, ce drapé très souple, cette façon de suggérer et en même temps d'habiter une figure par le drapé, tout à fait dans l'esprit de Botticelli. Eh bien oui, il faut que vous sachiez que Baccio Pontelli a eu la chance de pouvoir recourir à Sandro Botticelli comme cartonnier. En tout cas, disons, pour ces grandes figures que nous avons ici. Donc il y a 3 figures monumentales représentant le génie divin. Une figure évidemment trône au beau milieu. Cette figure, c'est le duc d'Urbain lui-même, Frédéric de Montefeld, s'est hissé dans une niche et par la même il s'est hissé à l'immortalité. C'était après tout son privilège de mécène. Ce premier registre de la décoration est absolument sublime, bien sûr, ne serait-ce qu'au niveau technique. Regardez l'alternance des bois, regardez que c'est vraiment à peine, mais véritablement à peine, comment dire, sensible il s'agit de bois, juxtaposés les uns aux autres, tellement c'est maîtrisé comme technique. Vous allez me dire, il n'y a pas beaucoup de perspective. La perspective, elle vient maintenant. C'est-à-dire que, sous ces grandes figures, commence ce qu'on pourrait appeler le décor de plein pied. C'est-à-dire ce qui dissimule les armoires et les bibliothèques qui faisaient partie du décor de travail du duc. Et alors c'est là que Baccio Pontelli a créé son véritable chef-d'œuvre. Tout ce que vous allez voir, bien sûr, c'est de l'illusion. Tout
ce que vous allez voir, bien sûr, c'est du jeu. Tout ce que vous allez voir, c'est en fait cette passion pour l'espace qui devient comme une sorte de grand hymne à la perspective. C'est-à-dire que Baccio Pontelli, là, ne comptant plus sur Sandro Botticelli, mais sur, au fond, son seul génie, a créé les espaces illusionnistes les plus débridés, de façon à, au fond, donner à Frédéric de Montpellier l'emblème même de cette science nouvelle dont il était, lui le duc, un peu l'arbitre. Alors à l'entrée, il y a un paysage illusionniste, avec une perspective architecturale d'ailleurs très très belle, comme vous pouvez le voir. Baccio Pontelli ne peut pas se suffire de cela, il faut encore qu'il fasse au premier plan un panier rempli, comme vous pouvez le voir, de noisettes, et puisqu'il y a noisettes, fatalement, l'écureuil est en train d'emboulotter une qui fait partie de tous ces décors, disons, anecdotiques du temps. Alors voilà donc cette perspective, et pour ceux d'entre vous qui avez un œil qui a bonne mémoire, vous remarquerez, je pense, qu'il y a un petit hommage à Piero della Francesca. Le paysage vu de cette loggia en trompe-l'œil est à peu près celui que Piero della Francesca avait brossé en arrière-plan du portrait du duc d'Urbain. Donc il y a une sorte de double hommage rendu, et au modèle qu'est Frédéric de Montpellier, et à l'artiste qu'il avait à jamais immortalisé, Piero della Francesca. Puis ensuite commence l'espace perspective à proprement parler. Ce sont des armoires ouvertes, entr'ouvertes, fermées, entrebâillées, oubliées, closes, suivant le caprice du marketeur, contenant en fait tout ce qui est nécessaire à la vie quotidienne d'un prince mécène. Frédéric de Montpellier, ne l'oubliez pas, ça n'est pas une très haute noblesse. C'est une famille qui s'est imposée à la prospérité par les armes. C'est un homme d'armes. C'est le condottiere par excellence. Donc il a tenu, ou on a tenu pour lui, à ce que la première armoire contienne ce qui est nécessaire à un condottiere, c'est-à-dire son armure. Et vous voyez que là aussi, avec un génie absolument incroyable de la science des bois, en utilisant des bois argentés, des bois si vous le voulez, satinés, qui imitent un tout petit peu l'acier, Baccio Pontelli a représenté, suspendu dans une sorte de réduit, toute l'armoire, toute l'armure du duc Frédéric, avec même son aume posé à l'arrière-plan, et histoire de tout simplifier, une jambière mise en perspective parce qu'elle était oubliée, et un éperon dans un coin. Voilà donc un des panneaux très virtuoses de ce Baccio Pontelli. Voilà le détail pour que vous puissiez admirer le travail même de ce bois, et l'utilisation justement de ces bois à la fois satinés et argentés qui donnent vraiment l'impression de la luisance d'un métal. Mais vous n'avez encore rien vu, le véritable chef-d'œuvre va commencer maintenant. Voilà. C'est toute la série des parois, car le reste de la pièce, c'est uniquement donc 3 parois et demie, contenant ces fameux placards ouverts, fermés, entrouverts ou entrebâillés, oubliés, négligés ou au contraire parfaitement rangés, dans lesquels Baccio Pontelli s'est amusé à faire de la perspective. Car je pense que, après tout ce que je vous ai dit, depuis la machine optique de Brunelleschi à travers Alberti et tous les autres, puis surtout depuis les dessins de Uccello jusqu'aux boîtes optiques des plus grands créateurs de la Renaissance, on a maintenant, et Baccio Pontelli a maintenant en main un métier de metteur en perspective, qui est un métier à nul autre pareil, donc il joue avec. Et il est évident que plus c'est complexe, plus il aime. Alors voilà par exemple, après nous verrons des détails, 2 armoires ouvertes dans lesquelles vous avez ce fouillis de livres qui permet bien sûr des effets perspectives remarquables, et aussi en contrepoint ce fouillis d'objets, ici par exemple le pinceau à sécher l'encre, ou ici par exemple ce bougeoir, ou là encore ce sablier, qui viennent simplement au fond exalter, et on pourrait presque dire énerver la rigueur de la perspective des livres. À cela s'ajoutent bien entendu les panneaux entrebâillés que vous avez là, toujours créés en trompe-l'œil, c'est une évidence, et qui sont de vrais chefs-d'œuvre. Alors maintenant nous allons voir, mais vraiment pour le plaisir, quelques-uns de ces panneaux de plus près. Voilà celui du sablier et du bougeoir que vous avez vu, avec des jeux parfois extrêmement amusants. Je pense que vous remarquerez qu'on a laissé tomber un chiffon de papier au premier plan ici en bas. C'est en fait une lettre pliée, et ça n'est rien d'autre qu'une supplique de Baccio Pontelli pour que lui soit payée la première partie de son travail. Une façon coquette d'obtenir une augmentation, si l'on peut dire. Et vous
vous voyez, je pense maintenant, vous parvenez à lire à deviner qu'il y a écriture sur ce bout de papier négligé et oublié, ici en bas. Voilà la supplique donc de Baccio Pontelli. Nous continuons à nous promener dans l'absolu. Autre armoire ici, avec elle des récipients sacrés d'ailleurs, et contre une urne ici, une page ouverte sur un manuscrit de musique, car il est évident que dans ces armoires d'illusions, on parle aussi bien de livres que l'on lit, que de livres que l'on chante ou que l'on joue. Tous les arts, car un prince mécène est une sorte d'Apollon trônant sur son Parnasse, tous les arts, dont la musique, ça va de soi, sont représentés. Nous avons là un madrigal sur lequel se sont d'ailleurs penchés les musicologues qui malheureusement n'ont pas encore réussi à l'attribuer de façon certaine. Connaissant Frédéric de Montefeld, ça ne m'étonnerait pas que ce soit lui-même. Autre armoire et autre exemple d'objet en nature morte ici, avec de nouveau, vous remarquerez une partition musicale, puis sans doute l'avez-vous vu ici, cette espèce de linge brodé d'un signe pour compliquer les choses, car il est évident qu'une perspective souple dans la rigueur de ces perspectives rigides ajoutait un problème complémentaire, et des objets dont vous voyez qu'ils sont mis dans des perspectives de plus en plus hardies à proprement parler. Parfois, à mon sens, on arrive au sommet de la complication, on ferme l'armoire. Et à ce moment-là, une espèce de lumière un peu miraculeuse surgit de l'intérieur et fait deviner, au fond, les objets qui se pressent. Et vous devinez, je pense sans doute aucun ici, un désordre de livres, mais parfaitement reconnaissable à leur tranche et à leur fermoir, comme par exemple ici. Enfin, un détail que je vous montre maintenant. Mais vous voyez que jamais il n'y a la moindre, je ne veux même pas dire erreur, mais disons hésitation quant au choix des bois, quant à la mise en page de ces bois, et par la même quant à l'effet qu'ils suscitent sur le spectateur. Comme si ces armoires ne suffisaient pas, après les hommes illustres, après les muses et les saints, après les armoires, il y a encore les tablettes. À hauteur où on met une tablette, c'est-à-dire à peu près à la hauteur de ce machin-là, on trouve une série de tablettes. Et là-dessus ont été posés une foule d'objets. Problème merveilleux pour Pontelli, puisque c'est une autre perspective que vous avez maintenant pour eux. Ça n'est plus la perspective de plein pied que nous avions pour les armoires, c'est une perspective cavalière puisque nous sommes un peu au-dessus de ces objets. Donc il faut les prendre un peu différemment. Voilà pourquoi il s'est amusé à représenter des objets aussi difficiles que possible. Bon, ici une boîte à bonbons, comme vous pouvez voir, avec son couvercle mis en perspective, de fruits, mais aussi et surtout un peu plus loin, un livre ouvert, prêt à tomber d'ailleurs, et surtout en train de s'effeuiller. Et puis, soutenant tout cela, les dernières armoires, c'est-à-dire ce qu'on appelait les armoires de pied, celles qui seraient là, si vous voulez, les armoires de pied qui contiennent de nouveau, dans leur entrebâillement, des livres ou des objets, ou enfin, toutes sortes de choses. Toutes sortes de choses qui sont toujours soignées par Baccio Pontelli, avec le même génie. Même ce qui est inutile, comme par exemple ici, une fausse clé, quand je dis fausse, c'est simplement qu'elle est en trompe-l'œil, une fausse clé ouvrant sur la nuit, car nous avons en effet une fausse fenêtre ouvrant sur vraisemblablement la nuit. Et là encore, une maîtrise, une prouesse de marqueterie à nul autre pareil. Voilà pour ce premier ensemble, l'un des plus poétiques, l'un des plus beaux qui soit aussi, le studiolo, donc du duc Frédéric de Montefeld à Urbain, je le répète une dernière fois parce qu'il le mérite, à Baccio Pontelli. Et maintenant nous passons à un deuxième cycle, des 4 que je vais vous présenter. Ça n'est plus un cycle profane, c'est un cycle sacré. Nous sommes à Parme, nous sommes à l'église Saint-Jean l'Évangéliste, et nous avons les perspectives complètement folles des frères Testi. C'est près de 60 ans après Baccio Pontelli. Donc on a eu le temps déjà de tout faire et de tout inventer. Si j'ose dire, c'est la décadence. Et je vous le montre par opposition pour que vous voyez où peut mener une trop grande virtuosité. Les frères Testi, en effet, n'ont reculé devant rien. Alors pour les amateurs d'absolu, je vous assure que la visite à Parme est un devoir. Parce que vous allez voir des choses, peu de choses, mais vous allez voir des choses affolantes. Là où Baccio Pontelli nous avait représenté une tour, une maison et peut-être un porche, et ça aurait parfaitement suffi, les frères Testi nous représentent une ville entière, si possible avec un canal, si possible avec des reflets.
Regardez ici, on voit les reflets dans l'eau. Si possible avec des ponts qui naturellement, si possible, ne sont pas droits, mais curvilignes autant que possible. Autrement dit, c'est le cauchemar perspectival à l'état pur. Alors, à part vraiment, et dans cet ensemble d'effets testi, c'est l'aboutissement, j'ai dit tout à l'heure, schizophrénique, et je répète, schizophrénique de la perspective. Elle devient presque insoutenable. Puis nous passons maintenant, car Flamand de Parme et la schizophrénie des testi, nous passerons maintenant à ce qui me paraît être le plus beau et le plus important des ensembles. C'est le troisième que je citais il y a un moment. Nous sommes à Vérone, Santa Maria in Organo, et nous avons affaire aux œuvres de Fra Giovanni da Verona, certainement le plus grand marketeur qui soit. Alors, à Vérone, à Santa Maria in Organo, il ne faut pas oublier donc qu'il y a les stalles marquetées, mais aussi la sacristie marquetée. C'est un des plus importants, et je répète, un des plus beaux des ensembles qui soit. On va s'y promener avec d'abord à l'épicentre des stalles un lutrin sur lequel est ouvert un antiphonaire, et là encore bien sûr, parfaitement cohérent, parfaitement lisible et parfaitement interprétable donc. Puis vous devinez qu'à l'arrière-plan s'ouvrent les stalles elles-mêmes, surmontées à chaque fois d'une grande composition en un tarf. Et c'est dans ces compositions que nous allons nous promener. Vous voyez déjà l'alternance de paysages, de villes par exemple, mais aussi d'armoires à nature morte comme celle que vous avez ici. Rares sont les fois où une niche remplace l'ensemble avec à l'intérieur une sainte ou un saint. Donc on prend trois sujets fondamentaux, si vous le voulez, les saints et les saintes qui sont les plus rares, disons-le bien, les villes qui sont assez rares aussi dans cet ensemble-là, mais aussi et surtout dans la tradition de Baccio Pontelli, alors, ces armoires entrouvertes qui contiennent les chefs-d'œuvre, je crois, absolus. Voilà l'une des villes. Vous voyez comme on est loin des frères Testi. C'est très complexe aussi, je l'admets parfaitement, mais c'est d'une complexité tellement plus harmonieuse, c'est d'une complexité tellement plus rigoureuse et par là même tellement plus belle que l'ensemble de Parme de tout à l'heure, qu'on sent bien qu'on a affaire à un chef-d'œuvre. En voilà une deuxième d'ailleurs du même coup, ici avec un escalier absolument phénoménal, regardez, qui d'une seule volée nous amène à la loggia de premier étage. Et vous remarquerez que Fra Giovanni, qui ne recule devant rien, prend des perspectives complètement frisantes, comme par exemple pour cette première façade-ci, de façon à multiplier au fond ces portants de bois qui créent la profondeur même de l'espace. De rares fois, ces paysages sont animés, c'est-à-dire avec des personnages, comme par exemple ici où nous avons une vue complète de Vérone, un panorama de Vérone, la campagne environnante et des cavaliers anonymes en train d'y pénétrer. Une composition que, si j'ose dire, vous devriez essayer de garder dans l'œil gauche. Nous la retrouverons en effet presque identique la semaine prochaine sous le pinceau de Mantegna, dans l'une des fresques de la chambre des époux de Mantoue. Parfois, en plus des sujets iconographiques précités, il y a, pour des raisons qui nous échappent, mais qui sont très vraisemblablement emblématiques, des animaux, comme par exemple ce superbe coq que vous avez ici, se promenant depuis maintenant près de 500 ans à travers sa perspective. Mais, et nous y arrivons maintenant, ce sont naturellement les armoires à objets qui sont les plus étourdissantes. Alors, nous allons, là aussi pour le plaisir et peut-être sans trop de commentaires, en parcourir quelques-unes des plus belles, celle-ci, avec un grand violoncelle et son archet, et surtout des tambourins mis en perspective, avec leurs cymbales en perspective dans la perspective, et des rubans qui perspectivent encore le tout, une armoire surchargée d'objets de piété, de flambeaux d'ailleurs absolument superbes, un tabernacle au centre, des cierges, des goupillons et une burette. Le tout d'ailleurs, Fra Giovanni l'a voulu, si j'ose dire, rétro pour son époque. Vous remarquez que c'est d'un style gothique encore, parce qu'après tout, les complexités de l'orfèvrerie gothique posaient des problèmes de perspective autrement plus intéressants que la simplicité des objets modernes, c'est-à-dire renaissants. Donc il a joué au passéisme, alors il a joué la carte du passéisme de façon à se compliquer la vie, ce qui était après tout le but d'un marketeur. Donc là, ça devient de la folie furieuse, au
autre armoire avec, vous voyez, double jeu de porte et de volets, dans lesquels on trouve quelques récipients et quelques livres, ça je veux bien, mais surtout ces fameuses figures de géométrie qui ne servent strictement à rien d'autre qu'à l'étude. Les chercheurs de l'époque avaient créé ces fameuses figures qui culminaient avec l'écosa-hexaèdre dont je vous parlais tout à l'heure, les figures à 26 faces. On avait créé de telles figures en bois, puis en laiton, puis parfois même pour les princes en argent ou même en argent doré, de façon à faciliter l'étude de la perspective. Et alors là, Fra Giovanni, il en empile froidement dans une armoire. Alors vous voyez l'énorme problème de rendu que cela pose. Et comme vraiment, il montre dans cette œuvre-là que plus loin on ne peut pas aller, il s'offre la joie de mettre la chouette d'Athéna, c'est-à-dire la sagesse et la connaissance, à l'intérieur même de l'une de ces armoires. Et il y a maintenant quelques siècles que la chouette veille, témoignant pour la sagesse de Fra Giovanni. Voilà encore quelques détails pris de plus près pour vous montrer la rigueur de l'artiste, notamment dans ce livre entrouvert. Ça, ce sont donc des détails, toujours de notre même ensemble de Vérone, de façon à ce que vous voyez vraiment le jeu virtuose, une cage à oiseaux. Quel magnifique problème pour un markettiste. Ben voilà, on se l'offre. Un empilage de livres avec l'encrier au-dessus, et en bas cette magnifique nature morte de raisin. Et puis surtout des portes qui sont étonnantes. Franchement dit, les portes sont plus belles dans le parti qu'on a tiré Fra Giovanni que celles de Baccio Bottelli. Ça, je trouve que ça va encore plus loin dans l'étrangeté ici. Ici avec une lampe à huile, et de nouveau d'ailleurs des billets pliés, vous remarquez, il y a de nouveau toute une petite correspondance là-bas en bas. Vous remarquez une chose, bien entendu que l'artiste réussit un maximum de rendu dans ce qui est à arête vive, mais vous remarquerez qu'il arrive aussi à créer dans les objets ronds un modelé qui est d'une rigueur absolument étourdissante. Mais Fra Giovanni, il faut bien le dire, avait osé une technique nouvelle, dont je ne vous ai pas encore tout à fait parlé. C'était la technique qui permettait de brunir par un léger réchauffement le bois, de façon à créer une ombre qui suscite la rotondité d'un objet. Donc au fond, il passait un objet chaud sans jamais toucher le bois, mais juste assez pour le brunir et par là même créer ce modelé arrondi des formes. Alors là, c'est le sommet, regardez, avec un récipient à eau canné. Alors on peut s'amuser à faire de la cannerie en bois, du canage en bois. C'est phénoménal aussi, puisqu'il y a un verre transparent, de l'eau et une tige dedans, comme vous pouvez le voir. Alors là, l'illusionnisme est vraiment absolument parfait. Bien, nous quittons maintenant Vérone, mais j'ose espérer que vous irez tous à Vérone ces jours prochains. Nous quittons Vérone pour un dernier chef-d'œuvre. C'est cette œuvre récemment redécouverte dans les caves du Bode-Museum de Berlin et récemment donc remis en valeur. Alors je vous rappelle, on ne sait pas de qui elles sont, tout ce qu'on sait c'est qu'elles sont géniales. On ne sait pas d'où elles viennent, tout ce qu'on sait c'est qu'elles sont superbes. Alors je vous montre simplement et pour le plaisir cette œuvre mystérieuse qu'est l'ensemble de Stahl, conservé aujourd'hui à Berlin. Alors c'est aussi un fêtement de Stahl qui fait alterner figures de saints, paysages et armoires. Mais alors vous allez voir que, contrairement et à Baccio Bottelli et à Fra Giovanni, c'est une œuvre dans laquelle le silence est encore plus important. Il y a de grandes plages vides qui me paraissent d'une audace tout à fait extraordinaire pour l'époque. On aimait tellement peupler l'espace, ici vous allez voir au contraire un jeu du silence parfois presque japonisant. Alors bon, pour l'instant on en est au 5. Il y en a 4 au total, je ne vous en montre que 2, rassurez-vous. Et voilà donc à côté d'eux, ces paysages et ces armoires. Alors vous pouvez voir, je pense tout de suite que les armoires sont beaucoup moins peuplées que les armoires de Urbain ou que les armoires de Vérone que nous avons vues, mais justement par le parti tiré de ce clair-obscur très très délimité, fond noir, objet presque blanc, je trouve qu'il y a vraiment une poésie de l'étrange qui est tout à fait étonnante. Alors, il est net que c'est un artiste qui a connu les grandes marqueteries, ça c'est certain.
Il y a des influences de Lendinara, il y a même des influences de Testi, ça c'est sûr. Regardez la machine du haut qui rappelle beaucoup la machine de Parme. Regardez surtout le ciboire renversé qui rappelle beaucoup le chandelier de Parme. Mais encore une fois, avec ce luxe du silence, ce luxe du vide qui est vraiment très très particulier. Ou là, ce deuxième, avec un superbe encensoir au centre, avec des chaînes en perspective, splendides. Et enfin, ce troisième et dernier exemple que je peux vous montrer, c'est ce qu'on appelle une vanité, comme vous le savez sans doute, un des grands sujets métaphysiques qui apparaît à la Renaissance, les symboles de la vie et de la mort que sont la lampe allumée, la vie, et le crâne, la mort. Puis bien entendu le livre qui est l'appel à la connaissance et à l'humilité. Par excellence, cette vanité est un sujet idéal pour une marqueterie, rarement exploité, hélas, c'est l'un des seuls ici que je connaisse, mais c'est en tout cas simplement l'une des plus belles que je connaisse. Vous ayant montré cet ensemble de marqueterie, et j'espère que vous y avez eu autant de plaisir que moi j'en ai à les connaître et à les reconnaître à chaque fois que j'y vais, j'aurais voulu vous montrer, et je vais m'offrir ce plaisir-là, la transcription de ce que les marketeurs ont inventé dans la peinture, car il est évident que la peinture et les peintres vont profiter de cette expérience des marketeurs. Alors, très allusivement, je vais vous montrer en conclusion juste quelques peintures, mais dans lesquelles toute cette expérience des Lendinara, des Baccio Pontelli, des Fra Giovanni, des Testi et des autres sont entrés dans le domaine de ce qu'on appelle la peinture noble. Mais j'espère au moins vous avoir déjà convaincu que la marqueterie, c'est un art noble aussi. Alors, on passe tout de suite, pour quand même pas vous faire tarder trop, on passe tout de suite à ces transcriptions dans le domaine de la peinture. Vous savez que la perspective en matière de peinture apparaît au fond assez tard dans la Renaissance. L'une des premières mentions que l'on en ait est signée Antonello da Messine avec l'admirable Vierge à l'enfant de Messine justement. Moins la Vierge à l'enfant, sur laquelle je me permets de sauter allègrement, que son support architectural, avec cette sorte de très étrange console, sur laquelle pend un chapelet oublié, et qui sert en même temps de support à la signature de l'artiste sous forme d'un billet froissé que vous avez au coin à gauche. Regardez donc la solution choisie par Antonello de Messine, c'est une solution d'intarsiatore. C'est exactement ce qu'aurait fait un marketeur. Un espace illusionniste perspectival, un objet qui pend et l'inévitable billet oublié. Voilà un excellent exemple du passage des découvertes des intarsiatori aux recherches de la jeune peinture du moment. De même ici d'ailleurs, dans cette peinture de Bartolomeo Montagna, qui représente Saint-Pierre, vous pouvez voir que jusqu'au style de l'artiste est un style de marketeur, je pense. C'est-à-dire que le goût de ces arêtes très vives, le goût de ces passages de couleurs très brusques, le goût de ce clair-obscur très tranché, cette façon de découper les plans vous montre presque l'imitation de la marqueterie. L'imitation, c'est peut-être trop dire, le tribut en tout cas dû à la marqueterie. Très nettement, et chez Antonello da Messina, et maintenant chez Bartolomeo Montagna, l'influence, et même plus que l'influence, l'expérience de la marqueterie me paraît absolument visible. Cela continuera de façon plus discrète d'ailleurs avec la grande Renaissance. Autrement dit, quand à la fin du XVe siècle, on pourra dire que les grands peintres ont parfaitement assimilé la perspective, il faudra se souvenir, et j'espère que vous vous souviendrez du coup, qu'ils le doivent en grande partie aux théoriciens, les Alberti, les Pacioli et autres, mais aussi et surtout aux premiers qui ont écouté les théoriciens. Ce ne sont pas les peintres, ce sont les marketistes. Je vais même pousser plus loin, si vous permettez, avec un ensemble architectural plus extraordinaire encore. Tout le monde reconnaît l'école d'Athènes. Je ne vais pas dire que Raphaël a mis le nez dans les marqueteries de Gubbio pour peindre l'école d'Athènes, mais si vous y regardez de près et que vous regardez notamment la partie haute de l'école d'Athènes, cette splendide, cette prodigieuse architecture qui joue sur des portiques qui font alterner l'ombre et la lumière, le ciel et la pierre, il y a vraiment une curiosité de marketeur. Il a vraiment joué, si vous le voulez, sur une curiosité de marketeur. Véritablement, jusqu'à la grande Renaissance et jusqu'à un Raphaël compris
il y aura toujours, dans l'aspect rigoureux et strict des traitements perspectivaux en peinture, une résonance des recherches des grands codificateurs, mais passée à travers ce moule de la marqueterie, ou si vous le préférez, ce moule de l'intarsia, qui a certainement été l'une des expériences les plus enrichissantes et les plus enthousiasmantes que le XVe siècle ait connues. En conclusion, je n'ai qu'un vœu à faire, c'est que vous y alliez voir à votre tour. Vous verrez que c'est un des plus beaux pèlerinages que l'on puisse faire. Merci de votre attention.